Good. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Dr. Melissa Arias Valenzuela. Je suis psychologue et j'ai également une certification en santé mentale périnatale. Donc, aujourd'hui, je suis bien contente de vous présenter ma présentation sur les troubles anxieux et de l'humeur chez les nouveaux parents, donc une revue de littérature et des recommandations pratiques. J'aime bien intégrer certains exercices dans mes présentations, donc si vous êtes ouvert, je vous propose d'aller chercher du papier, des crayons, puis on pourra faire quelques petits exercices pendant la présentation. Avant tout, je vais commencer par reconnaître que les familles viennent sous différentes formes, mais que la recherche actuelle, c'est surtout centré sur les familles qui sont hétérosexuelles avec deux partenaires qui s'identifient comme cisgenres. Donc, ma présentation va refléter cette tendance. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par vous parler un peu de la période périnatale. Par la suite, je vais parler des troubles anxieux et de l'humeur dans la période périnatale plus spécifiquement. Je vais parler des facteurs de risque. Je vais parler des coûts au niveau du parent, de la société ainsi qu'au niveau de l'enfant et de la famille. Puis, des méthodes de prévention et d'intervention précoce qui peuvent être utiles. Par la suite, je parlerai brièvement de quand demander de l'aide additionnelle. Puis, je présenterai des conclusions. Bon, alors la période périnatale s'étend du début de la grossesse jusqu'à 1 an après l'accouchement. Puis c'est une période qui, pour les parents, inclut beaucoup de changements au point de vue biologique, au niveau psychologique, ainsi qu'au niveau social pour tout le monde. Donc, à aucun autre moment de la vie est-ce qu'une femme qui, à part pendant la grossesse et par la suite, après l'accouchement, ne vit des fluctuations hormonales aussi massives. Et ce qu'on voit, dans le fond, c'est une augmentation très importante au niveau des hormones reproductives tout au long de la grossesse. Puis que ces fluctuations hormonales, pendant cette grossesse-là, peuvent s'accompagner de changements au niveau de l'humeur, tels que de la fatigue, des difficultés de concentration et une humeur maussade. Ce qu'on voit, c'est qu'après l'accouchement, il y a une chute drastique au niveau des hormones reproductives. Donc, autour de 80% des femmes, suite à cette chute-là, peuvent vivre ce qu'on appelle des baby blues. Donc, dans le fond, des pleurs sans raison apparente, de l'impatience, de l'irritabilité, de l'agitation, de l'anxiété, de la fatigue, de l'insomnie, même lorsque le bébé dort, ainsi que la tristesse et des difficultés de concentration. Donc, ces fluctuations-là sont normales et typiquement, elles disparaissent d'elles-mêmes en moins de 2 semaines. Donc, c'est des choses qui apparaissent typiquement dans les 2 premières journées après l'accouchement, puis partent quand même assez rapidement. Mais il y a un certain pourcentage de personnes qui vont vivre ce qu'on appelle des troubles anxieux ou de l'humeur dans la période périnatale, donc des choses qui ne sont pas normales comme telles. Donc, des troubles anxieux et de l'humeur dans la période périnatale, ce sont des symptômes d'anxiété et des changements de l'humeur qui causent une détresse importante et qui surviennent à tout moment pendant la grossesse jusqu'à 1 an après l'accouchement et peuvent continuer par la suite. Donc, c'est des symptômes qui durent au moins 2 semaines, puis qu'on retrouve chez les parents de toutes les cultures, de tous les âges, de tous les statuts socio-économiques également. Puis, typiquement, ça peut également se produire dans le cas d'une perte périnatale. Donc, lorsqu'on pense à des troubles anxieux et de l'humeur, souvent on pense très spécifiquement à la dépression postpartum. Par contre, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a différents troubles qui peuvent se présenter de différents types de façons, qui font partie des troubles anxieux et de l'humeur. Et je vais passer brièvement à travers de chacun d'entre eux parce que je pense que c'est important de noter qu'est-ce que c'est puis de quelle façon est-ce que ça peut se produire. Donc, on peut commencer avec l'anxiété périnatale pour commencer. Donc, 6 à 10 personnes des femmes vont vivre des symptômes d'inquiétude constante, un sentiment que quelque chose de mauvais va se passer ou va se produire pour le bébé. Des pensées intrusives, des difficultés de sommeil et d'appétit, ainsi qu'une incapacité à rester immobile. Et des symptômes physiques tels que le vertige, des bouffées de chaleur et des nausées.
Par la suite, on a la dépression périnatale, donc qui peut commencer pendant la grossesse, continuer suite à l'accouchement également. Donc, environ 15% de ces femmes, surtout, qu'on note, peuvent éprouver des sentiments de colère, de l'irritabilité, un manque d'intérêt pour le bébé, des difficultés d'appétit, de sommeil, des pleurs, de la tristesse, un sentiment de culpabilité, de honte, de désespoir, perte d'intérêt, de joie pour des choses qui donnaient du plaisir autrement, ainsi que des pensées parfois des pensées négatives en lien avec le bébé ou en lien avec soi-même. Puis souvent, ce qu'on note, c'est que l'anxiété et la dépression peuvent se produire simultanément. Également, on note que certaines femmes, surtout, peuvent développer ce qu'on appelle des troubles obsessionnels compulsifs périnatales. Donc, 11% des nouvelles mamans peuvent vivre des obsessions, donc des pensées persistantes, des images mentales intrusives qui sont souvent liées au bébé, et des compulsions, donc un sentiment de devoir faire quelque chose pour réduire les peurs, réduire l'obsession ou éviter les obsessions comme telles. Puis, il y a un sentiment d'horreur qui est associé face à ces expériences-là par la suite. On a également le trouble de stress post-traumatique dans la période périnatale également. Donc, on note qu'autour de 9% des femmes vont subir ou vivent, dans le fond, des symptômes suite à l'accouchement. Donc, les symptômes comportent généralement une expérience d'accouchement traumatique, quoique ce n'est pas nécessairement le cas. C'est juste que c'est souvent plus présent lorsque c'est dans la période d'accouchement, une période d'accouchement plus traumatisante comme telle, qui se suit par des expériences, des reviviscences de l'expérience, un sentiment d'évitement de l'événement, donc des pensées aussi également, des pensées des personnes, des lieux, et une augmentation de l'excitation, donc un sentiment d'irritabilité, des difficultés à dormir, de l'hypervigilance, ainsi que des réactions de sursaut exagérées suite à cette expérience-là. On a également le trouble bipolaire périnatal. Donc, on voit qu'autour de 70% des femmes qui vivent déjà un trouble bipolaire, qui arrêtent de prendre leurs médicaments parce qu'elles sont enceintes, vont également vivre des symptômes de dépression, des symptômes de manie par la suite, pendant la période périnatale. Puis finalement, on a la psychose postpartum, qui survient dans environ 1 à 2 accouchements sur 1000. Donc, c'est une apparition qui est souvent soudaine, dans les 4 premières semaines par la suite à l'accouchement, où il y a des symptômes tels que des délires, donc des croyances un peu étranges, des hallucinations, des sensations d'irritation, de l'hyperactivité, une diminution du besoin de sommeil, des changements au niveau de l'humeur qui sont quand même importants, et des mauvaises prises de décision. Puis, c'est quand même assez... il y a quand même un risque important au niveau du suicide et de l'infanticide lorsqu'on vit la psychose. Et donc, étant donné la gravité de cette maladie, c'est vraiment important dans ces contextes-là d'aller voir un médecin puis de recevoir de l'aide additionnelle à l'aide de médicaments. Donc, ce qu'on trouve, c'est que les troubles anxieux et de l'humeur périnatale sont la complication la plus courante de la grossesse, de la naissance, pardon. Donc, on note qu'une mère sur 7 va vivre un de ces troubles-là du moment de la grossesse jusqu'à 3 mois après la naissance. Et sinon traité, dans le fond, ce qu'on voit, c'est une augmentation dans la tendance. Donc, une femme sur 5 va vivre ces difficultés-là dans l'année qui suit. On note également que les troubles anxieux et de l'humeur périnatale peuvent être présents chez les pères également. Donc, un père sur 10 vit ce type de difficulté-là. Et le facteur comme de risque primaire, c'est d'avoir un partenaire qui vit également un trouble anxieux et de l'humeur dans cette période-là. Donc, un risque de 50% de plus. Donc, quels sont les facteurs de risque pour ces difficultés-ci?
Donc, au niveau biologique et génétique, on note qu'avoir des antécédents familiaux ou personnels de santé mentale sont un facteur de risque. Avoir un trouble dysphorique prémenstruel, avoir une sensibilité hormonale, ainsi que certaines conditions médicales comme des débalancements au niveau de la glande thyroïde, des difficultés au niveau du diabète également peuvent être un facteur de risque pour le développement de ces difficultés-là. Au niveau de facteurs de risque spécifiques à la maternité comme telle, on note que les mères qui ont suivi des traitements contre l'infertilité sont plus à risque. Les mères qui ont vécu la perte d'un enfant, les mères d'enfants multiples, donc des jumeaux, des triplets, les mères d'enfants de nourrissons qui ont passé du temps dans les soins intensifs néonatals. Les mères qui ont vécu des complications liées à la grossesse, à l'accouchement ou à l'allaitement également sont plus à risque. Et les mères qui ont des enfants, l'état de santé du bébé peut également avoir un impact. Donc, si le bébé est malade ou s'il vit des coliques, plus à risque également. Au niveau du contexte, on note que les parents qui ont vécu des traumatismes sont plus à risque lorsqu'il y a un manque de soutien quand même assez important. Puis également, le stress peut être un facteur de risque au niveau du contexte. Donc, le stress financier, matrimonial, être un statut de minorité, ainsi que vivre de la violence interpersonnelle. Il y a certaines populations spécifiques qui sont plus à risque. Donc, les parents adolescents, par exemple, les mères monoparentales sont plus à risque, les familles à faible revenu, les familles militaires, les mères immigrantes récentes également sont plus à risque. Il y a certaines minorités ethniques également qui peuvent être plus à risque. Donc, surtout, je vais noter, les mères noires sont plus susceptibles de vivre la dépression postpartum, moins susceptibles de recevoir du traitement. Et également, dans le contexte de la COVID-19, ce qu'on note, sont plus susceptibles d'être infectés et même de mourir ou de vivre la mort d'un être cher suite à la COVID-19, donc un facteur de stress additionnel que les mères blanches. Donc, c'est une population que je pense qu'il est vraiment important de porter une attention très importante ici. Les grossesses à haut risque également sont plus à risque. Les parents LGBTQ+, ainsi que les femmes souffrant de troubles alimentaires sont plus à risque de développer des troubles anxieux et de l'humeur dans la période périnatale. Je voulais faire une note importante par rapport à la COVID-19 parce qu'on commence à avoir une augmentation significative des troubles anxieux et de l'humeur dans la période périnatale suite à cette expérience-ci. Donc, la recherche commence à nous le montrer. Une étude portant sur plus de 500 femmes, principalement canadiennes, qui suivaient les femmes pendant la grossesse et la période postpartum et qui ont noté une augmentation des taux de dépression autodéclarés importante, donc de 15% à 40,7% avant et pendant la pandémie. Puis, au niveau de l'anxiété, 29% à 72% avant, pendant la pandémie. Puis, étant donné tous les stresseurs qui s'accompagnent, ce n'est pas étonnant. Il y a beaucoup de peur des mères par rapport à l'incertitude qui est liée au virus et l'impact que ça peut avoir sur l'enfant. Les femmes enceintes doivent également faire beaucoup de décisions sans directive médicale spécifique. On a plus d'isolement pendant l'accouchement et postpartum également qu'avant. Et moins de soutien social. Également, il y a une perte de stratégie de gestion du stress, donc les cours de périnatalité où on peut se regrouper avec différentes personnes. L'exercice est plus limité également pour les nouvelles mères. Et également, comme avoir à gérer ces difficultés-là, en plus d'avoir des enfants en âge scolaire, ça peut être particulièrement compliqué et rajouter beaucoup de stress pour les nouveaux parents. Donc, c'est quoi les coûts au niveau, disons, de ces problématiques-là, de ces difficultés-là?
Donc, au niveau du parent, ce qu'on note, c'est une diminution du sentiment d'auto-efficacité. Ça peut également avoir une interférence avec l'allaitement. L'allaitement qu'on sait qui peut être un facteur de protection pour les symptômes anxieux puis les symptômes dépressifs. Une augmentation de la consommation de substances et de l'automutilation. Une perturbation du sommeil, de la nutrition, de l'occupation, ainsi que du rôle de parent. Puis une augmentation du risque de suicide pour le parent qui est atteint de cette difficulté-là. On note également des coûts importants pour le bébé. Donc, souvent, les enfants de parents qui vivent ces troubles-là vont avoir un accouchement prématuré, un bas poids à la naissance, une diminution du lien d'attachement mère-enfant souvent. Puis, on note également des retards au niveau du développement cognitif et émotionnel de l'enfant. Au niveau de la famille, on note souvent plus de conflits dans le couple, un plus haut risque de séparation, de divorce. Comme j'avais mentionné tantôt, troubles anxieux et de l'humeur pour le partenaire également, plus à risque, puis de la détresse chez les frères et sœurs. Puis au niveau des coûts de la société, il y a quand même des coûts pas mal importants de ces difficultés-là. Donc, ce qu'on a, c'est qu'aux États-Unis, les troubles de l'humeur et de l'anxiété dans la période périnatale qui ne sont pas traités pour la cohorte de naissance de 2017, ça s'élevait à 14 milliards de dollars américains. Donc, autour de 31 800 dollars par couple de mère-enfant par année. Donc, on voit aussi des résultats similaires en Angleterre, en Australie. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la société, c'est des coûts qui sont quand même très, très élevés, qui méritent d'être adressés. Donc, quels sont les facteurs de maintien? Ce qu'on a, c'est qu'il y a quand même beaucoup de mythes qui peuvent générer des sentiments de honte par rapport aux troubles anxieux et de l'humeur chez les nouveaux parents. Donc, il y a des mythes comme par exemple, une fois que tu vas voir ton bébé, tu vas voir tout va changer, ou par exemple, c'est normal d'être déprimé ou d'être très anxieux après avoir un bébé, ça part tout seul. Puis, ça peut générer des grands sentiments de honte pour les parents qui, dans le fond, ne vivent pas aux attentes de ces mythes-là. La critique de soi, les attentes très élevées par rapport à la maternité également sont des facteurs de maintien. Le manque d'information aussi, non seulement le manque d'information chez le parent, mais aussi le manque d'information chez les professionnels de la santé peuvent maintenir les difficultés. Puis finalement, un manque d'accès à des services également peut être un facteur de maintien. Donc, étant donné les coûts importants des troubles anxieux et de l'humeur dans la période périnatale, surtout s'ils ne sont pas adressés rapidement, c'est important de trouver des manières de les prévenir puis d'intervenir de façon précoce pour pouvoir aider tout le monde, dans le fond. Donc, une des stratégies de prévention et d'intervention précoce qui est souvent privilégiée, c'est l'utilisation de la psychoéducation. Donc, la psychoéducation, ça implique de fournir des informations et du soutien pour mieux comprendre et faire face à une difficulté et aux symptômes vécus. Puis, plusieurs études nous montrent que l'efficacité des interventions de psychoéducation pour aider les personnes qui vivent des troubles d'anxiété et de l'humeur dans la période périnatale. Puis c'est utile puisque ça commence par normaliser les expériences des nouveaux parents, ainsi qu'à reconnaître des changements qui sont normaux et anormaux dans cette période-là. Ça permet également de reconnaître et de répondre aux besoins des nourrissons. Donc, par exemple, lorsqu'une mère se sent très déprimée, c'est difficile d'être en lien puis de reconnaître ces besoins-là. Ça aide également à renforcer certains facteurs de protection tels que le soutien social, puis faire de l'exercice, différents types de choses de ce type-là. Puis, ça aide également à diminuer le stigma autour de ces difficultés-là. Donc, l'arrivée d'un enfant peut perturber la routine de différentes façons qui peuvent ajouter du stress. Donc, plusieurs études nous suggèrent que d'utiliser des interventions auto-assistées, donc self-help,
qui mettent de l'emphase sur les soins personnels pour commencer, peuvent être efficaces pour aider à prévenir puis à diminuer la souffrance des gens qui sont atteints de troubles anxieux et de l'humeur de basse intensité. Donc, des chercheurs en Colombie-Britannique ont utilisé l'acronyme NEST pour essayer, dans le fond, de différencier les différentes composantes de soins personnels qui peuvent être utiles pour adresser ces difficultés-ci. Donc, on parle de nutrition, d'exercice, de sommeil, de temps pour soi et de sport social. Donc, je vais passer à travers de chacune de ces composantes-là avec vous. Commencer avec la nutrition. Donc, comme on a vu, ces difficultés-ci, les symptômes anxieux, dépressifs, etc., peuvent avoir un impact au niveau de la nutrition. Puis, de façon générale, l'arrivée d'un nouvel enfant peut apporter des changements au niveau, des débalancements au niveau de la nutrition, donc au niveau des horaires, au niveau de l'allaitement de l'enfant. Et donc, souvent, ce qu'on recommande aux parents, c'est de s'assurer de manger des aliments nutritifs régulièrement, donc de 3 à 4 fois, chaque 3-4 heures, de s'hydrater, donc les besoins au niveau de l'hydratation vont changer, vont varier avec la grossesse, puis après, après l'accouchement également. Donc, de s'assurer de s'hydrater, puis de prendre des vitamines quand c'est nécessaire. Des conseils qu'on peut souvent donner aux parents, c'est de s'asseoir avec quelqu'un, puis d'essayer de planifier des repas faciles et les épiceries pour ne pas se sentir overwhelmed, du sentiment que ça s'en fait trop. Également, de planifier des collations simples, puis de les amener avec soi lorsqu'on quitte la maison. Puis, de se forcer à prendre quelques bouchées, même lorsqu'on n'a pas faim. Parce que souvent, avec ces débalancements-là, on note que les sentiments, disons, comme les réponses qu'on a par rapport à nos besoins personnels vont être un petit peu mélangées. Donc, ça peut être utile de se forcer à prendre quelques bouchées, même lorsqu'on n'a pas faim. Par la suite, l'exercice. Donc, on note que l'exercice, c'est une stratégie qui aide beaucoup à améliorer l'humeur, à améliorer l'énergie. Donc, ça aide à favoriser une bonne nuit de sommeil, ça aide à réduire la tension musculaire, ça aide à vider l'esprit, puis à donner un petit peu plus de perspective. Ça aide à augmenter la confiance en soi, puis également donner la chance de prendre un certain moment pour soi. Donc, c'est quelque chose qui est super important pour les nouveaux parents, pour les protéger puis pour intervenir de façon précoce. Donc, ce qu'on recommande aux nouveaux parents, c'est de parler à son médecin si on sent qu'il y a certaines limitations certaines limitations. Puis de choisir un mode d'exercice qui fonctionne pour soi. Donc, de ne pas se forcer à faire quelque chose de vraiment extrême, de vraiment très difficile, ou qui fonctionnait avant, mais qui ne fonctionne plus maintenant. Fait quelque chose qui fonctionne bien pour le parent, puis qui permet une certaine consistance. Fait que ce soit, on priorise une marche au lieu d'un exercice vraiment intense à faire au début. Sommeil. Donc, le sommeil et le repos sont très importants pour la santé physique, pour la santé mentale. Mais avec la grossesse et après la naissance d'un enfant, ça peut être très difficile de dormir ou de se reposer lorsqu'on en a besoin. Donc, avec la grossesse, c'est possible qu'il y ait des modifications au niveau des habitudes du sommeil. Donc, certaines femmes ont besoin de plus de sommeil, certaines femmes ont plus de difficultés à dormir dans la nuit sans interruption. Puis après la naissance du bébé, souvent, c'est difficile d'obtenir suffisamment d'heures de sommeil ininterrompues. Il y a aussi des exigences supplémentaires de prendre soin du bébé qui peuvent rendre les choses difficiles. Puis ça peut être difficile de se reposer pendant la journée ou même pendant la nuit également. Lorsqu'on est privé de sommeil, on est plus à risque de développer des symptômes dépressifs et anxieux, ou si on les a déjà, ils peuvent s'aggraver. Puis, lorsqu'on est déprimé, également, c'est souvent plus difficile de dormir, d'avoir un bon niveau de repos également. Donc, c'est comme un genre de cercle vicieux.
Et donc, pour ces raisons-là, on recommande certaines petites choses. Donc, pour commencer, essayer d'obtenir du soutien, que ce soit pour nourrir le bébé, que ce soit pour les tâches ménagères, s'assurer que le parent ait au moins 5 heures de sommeil consécutives, ininterrompues. Souvent, ça peut être très, très aidant. Avoir des rituels de sommeil et des activités relaxantes avant d'aller se coucher. Prioriser le repos avant tout. Donc, même si on a des difficultés de sommeil, essayer ou si on a de la difficulté à dormir comme tel, de prioriser le repos. Diminuer l'exercice, la caféine ou quelconque activité stimulante avant d'aller se coucher. Ça inclut regarder le téléphone, regarder la télévision. Éviter d'aller se coucher en ayant faim. Également, on recommande de prendre une petite protéine avant d'aller se coucher si on a faim. Obtenir également du soutien pour l'entraînement du sommeil de l'enfant. Donc, si on a vraiment de la difficulté à aider au niveau du sommeil de l'enfant, d'aller chercher de l'aide également, ça peut être super important. Bon, je passe maintenant au temps pour soi. Donc, beaucoup de nouveaux parents vont négliger le temps pour soi. Puis surtout lorsqu'ils se sentent plus déprimés, surtout s'ils se sentent plus anxieux et aussi s'ils se sentent coupables. Cependant, le temps pour soi, c'est une partie très importante des soins personnels, puis ça peut être une étape très, très, très importante pour aider à gérer les symptômes anxieux et dépressifs, même si c'est quelques minutes. Donc, prendre du temps pour soi, ça peut signifier différentes choses pour différentes personnes. Donc, j'ai ici noté quelques choses qui peuvent, dans le fond, délimiter qu'est-ce que ça peut vouloir dire de prendre du temps pour soi. Donc, faire des hobbies, connecter avec les autres, jouer, avoir des moments de solitude également avec des enfants. Ça peut être très difficile d'avoir des moments tout seul. Se gâter, se ressourcer avec la spiritualité ou se retrouver en nature également. Donc, il y a certaines choses qu'on peut essayer de prioriser. Puis finalement, on a le soutien. Donc, les relations saines sont un facteur de protection contre la dépression, contre l'anxiété dans la période de périnatalité, puis peuvent être particulièrement importants lorsque ceux-ci se sentent moins bien de façon générale. Donc, une chose qu'on peut faire avec les nouveaux parents, c'est dans le fond, de différencier les différents types de soutien, puis regarder c'est quoi nos besoins, puis c'est quoi les sources de soutien qu'on peut avoir également. Donc, au niveau des sources de soutien, on peut délimiter ce qui est un soutien émotif. Donc, avoir quelqu'un avec qui parler de ses inquiétudes pour se sentir appuyé. Avoir un soutien pratique, donc avoir de l'aide au niveau des tâches ménagères, au niveau de la garde de l'enfant. Puis avoir du soutien au niveau informatif, donc avoir de l'accès à de l'information, des connaissances qui sont fiables, puis du soutien au niveau du réseau social, donc connecter avec d'autres groupes qui vivent des situations similaires qui peuvent générer un sentiment d'appartenance. Donc, une fois qu'on a délimité les différents types de soutien auxquels on a accès, ça peut être plus facile par la suite d'identifier c'est quoi nos besoins, puis où on peut aller chercher ce soutien-là. Donc, je veux noter également que les soins personnels sont nécessaires pour les deux parents. Donc, souvent, ce qu'on voit dans la littérature par rapport aux familles, c'est que la charge de la mère, ou en anglais on dit le mother load, peut être quand même assez importante niveau mental. Donc, souvent, les papas, les parents veulent, ou l'autre parent veut aider dans les tâches ménagères, veut offrir du soutien, mais il y a une certaine attente que la mère est un peu comme la gestionnaire de la maison. Puis, que dans le fond, on attend après elle pour savoir de quelle façon on peut donner du soutien. Puis, disons comme cette charge additionnelle pour la mère peut rajouter beaucoup de pression, beaucoup de stress, puis à la fin de la journée, être pas super utile. Donc, quelque chose que je suggère souvent, c'est de faire des réunions logistiques entre les deux parents où est-ce qu'on discute des tâches, de la manière dont chacun des partenaires peut aider, puis demander de l'aide additionnelle.
pour s'assurer que les deux parents ont accès aux soins personnels puis que les deux parents se sentent appuyés. Également, avoir une communication fréquente par rapport aux tâches, aux besoins des autres pour essayer d'éviter que l'autre personne ne se sente pas appuyée, mais quand même assez important. Une autre intervention qu'on trouve quand même assez utile dans la littérature, c'est la TCC autodirigée, donc Self-Help Cognitive Behavioral Therapy en anglais. Donc, ça implique deux composantes différentes. La première partie, c'est d'agir de façon plus positive, donc de s'engager dans des actions qui suscitent des expériences différentes, des émotions positives, des sentiments d'accomplissement, ainsi que de développer des méthodes de résolution de problèmes. Puis, de remettre en question certaines pensées qui peuvent être un petit peu moins utiles. Donc ici, ce qu'on essaie de faire, c'est d'identifier une pensée plus problématique. Donc, par exemple, je suis une mauvaise maman. Puis, changer celle-ci pour des pensées plus adaptatives, comme j'ai vraiment de la misère dernièrement, ou c'est difficile, mais je fais de mon mieux. Donc, c'est des interventions qui peuvent être pas mal utiles également. Une autre intervention qui est un petit peu plus récente, mais très utile, très intéressante, c'est de développer une pratique de pleine conscience. Donc, celle-ci, la pleine conscience, ça implique de porter une attention intentionnelle et de manière non jugeante à l'expérience du moment présent. Puis, c'est un type d'intervention qui peut être super utile parce que ça permet de mettre une certaine distance par rapport aux pensées, aux émotions anxieuses, plus dépressives, pour par la suite permettre de prendre des décisions qui sont plus utiles par la suite. Donc, les interventions dans la recherche jusqu'à présent nous montrent que des interventions qui ont une composante de pleine conscience aident à réduire les symptômes d'anxiété, de dépression chez les nouveaux parents à travers de ce mécanisme-là. Donc, je me suis dit, on peut peut-être faire quelques petites pratiques informelles de pleine conscience. Donc, j'en ai mis quelques-unes ici avec un genre de baby twist, dans le fond. Donc, faire des choses pour commencer, de développer une observation attentive, donc observer les choses un peu comme un bébé. Les bébés sont vraiment des maîtres de l'instant présent, puis ils peuvent devenir super hypnotisés par un jet d'eau ou juste vraiment comme enquêter pendant plusieurs moments, juste un petit jeu de clé, par exemple. Donc, on peut beaucoup apprendre des bébés par rapport à la pleine conscience comme telle. Donc, ce que je vous propose par rapport à cet exercice-là, c'est de juste prendre un objet puis de s'imaginer avoir la même curiosité qu'un enfant pour une expérience normale. Donc, ça peut être prendre le crayon puis juste vraiment observer puis juste imaginer comment seraient les choses si on l'observait comme un bébé. Un autre exercice que je trouve quand même assez utile, c'est de manger en pleine conscience comme un bébé également. Donc, de prendre l'expérience de manger, de boire quelque chose comme si on ne l'avait jamais goûté auparavant. Puis vraiment de passer un petit moment à noter l'émerveillement, la curiosité d'un enfant lorsqu'il boit ou goûte quelque chose pour la première fois. Donc, si vous avez quelque chose, juste prendre un petit moment, puis observer, noter comment ça serait de manger en pleine conscience, comme un bébé. Un autre exercice que je trouve bien utile, c'est de scanner son corps ou de scanner le corps de son bébé. Donc, de prendre 2 ou 3 minutes juste pour observer son corps, du bas des pieds jusqu'au sommet de la tête, avec une attitude non jugeante, puis vraiment juste une certaine curiosité pour les parties du corps sur lesquelles on ne passe pas beaucoup de temps, parfois. Donc, noter ces parties-là, les sensations, mais également noter les émotions puis les pensées qui peuvent survenir pour une certaine partie du corps, puis les laisser aller tranquillement. Ce sont des petits exercices, des petites pratiques informelles au niveau de la pleine conscience qu'on peut trouver quand même pas mal utiles. Une autre composante que je trouve quand même assez
intéressante, c'est l'utilisation de l'autocompassion dans la prévention de l'intervention précoce des troubles anxieux et de l'humeur périnatale. Donc, la compassion, c'est une volonté de contacter le moment présent, de contacter, de s'engager avec des expériences de souffrance, puis une volonté d'essayer de travailler et de tenter d'alléger la souffrance. Donc, lorsque on pratique l'autocompassion, c'est dans le fond de diriger la compassion envers soi-même, donc d'aller toucher sa propre souffrance, de s'engager dans sa souffrance, puis d'essayer de travailler pour essayer de l'alléger. Donc, on a identifié 3 composantes pour l'autocompassion comme telle. La pleine conscience qui implique, donc, dans le fond, d'observer les pensées, les émotions négatives avec une ouverture, avec la clarté. D'avoir une humanité commune, donc de reconnaître que la souffrance est normale et que c'est quelque chose qu'on partage avec d'autres personnes. Puis avoir une certaine gentillesse envers soi, donc d'être chaleureux, d'être compréhensif envers soi-même lorsqu'on vit des difficultés, lorsqu'on vit des échecs ou lorsqu'on se sent inadéquat. Ce que la recherche jusqu'à présent nous montre, c'est que l'autocompassion prédit moins de symptômes dépressifs chez les nouvelles mères, puis que les interventions qui ciblent l'autocompassion comme telle pour les femmes qui sont enceintes, les nouvelles mamans, montrent également que l'autocompassion favorise des capacités de régulation des émotions, plus d'autocompassion ainsi que une réduction de symptômes dépressifs et anxieux, donc quelque chose qui peut vraiment être utile. Et je veux noter également que ça peut être particulièrement utile pour les personnes qui vivent beaucoup de honte et de critiques personnelles, donc comme facteur de maintien pour avoir ces difficultés-là également. Donc, je vous avais préparé un petit exercice, si ça vous tente de prendre quelques moments pour faire une pratique. Donc, c'est une tâche d'écriture en autocompassion. Donc, ce que je propose souvent quand je fais ce type d'exercice-là avec les parents, c'est de s'imaginer qu'un ami cher vit une situation bouleversante, puis que ça implique un certain rejet, de la déception, un sentiment d'échec, puis que cette personne-là est très critique envers soi-même. Donc, je demande à mes clients d'écrire 4 phrases qu'on pourrait utiliser pour essayer d'apaiser ou d'encourager l'ami, qui expriment de la compassion, de la compréhension, de l'acceptation inconditionnelle pour l'ami et une partie de soi. Donc, si vous êtes ouvert, on peut peut-être prendre une petite minute juste pour écrire 4 phrases sur un morceau de papier qu'on dirait à cet ami-là, qu'on aime beaucoup. Bon, une fois qu'on a fini, on peut écrire une description quand même assez détaillée d'un épisode récent qui nous est arrivé à nous. Donc, surtout par rapport à l'expérience un petit peu plus difficile, puis dans lequel on s'est critiqué ou on a ressenti de la honte ou de la déception envers soi-même. Donc, une autre petite minute. Puis, ce qu'on ferait, dans le fond, suite à l'activation, disons, de cette expérience-là, c'est de prendre les 4 phrases qu'on avait écrites pour notre ami, puis, si c'est possible d'avoir le miroir, sinon par soi-même, tout simplement répéter à voix haute ce qu'on a dit à notre ami pour l'encourager lorsqu'on pense à notre expérience à nous. Donc, c'est un peu de prêter une certaine compassion qu'on donne à une autre personne, puis l'emprunter pour soi-même.
Bon. Donc, c'est une petite pratique informelle qu'on peut utiliser, que je trouve quand même assez pas mal utile pour essayer d'activer l'autocompassion. Bon, quand est-ce qu'on peut demander de l'aide? Quand est-ce que c'est le moment d'aller chercher de l'aide additionnelle? C'est une bonne idée d'aller consulter son médecin lorsqu'on vit plusieurs des symptômes qu'on a discutés, donc de se sentir déprimé, de se sentir anxieux, de sentir de l'hypervigilance, des obsessions, compulsions, etc. Lorsqu'on vit une détresse importante associée à ces symptômes-là. Puis, lorsqu'on a déjà essayé certaines méthodes différentes, que ce soit de la psychoéducation, que ce soit de la TCC, que ce soit autogéré, essayer les soins personnels, puis que vraiment, il n'y a pas de succès par rapport à tout ça. Compassion, les sensibilités de l'entraînement-là. Et je veux aussi noter que s'il y a une présence d'idéation suicidaire, c'est une très bonne idée d'aller consulter un médecin ou un professionnel de la santé avec une spécialité dans ce domaine-là. Donc, conclusion, les troubles anxieux et de l'humeur sont des troubles qui sont sérieux avec des coûts importants pour les parents, pour les enfants, pour la société. Puis, il y a différentes méthodes qui sont disponibles pour prévenir ou adresser précocement ces différents types de problématiques. Donc, je vais maintenant passer à la période de questions. Donc, si vous avez